Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du jury, cher public, j'ai le plaisir de vous présenter mes travaux de thèse qui se sont effectués en collaboration avec la société Alian et le LIBM. Ces travaux s'intitulent « Caractérisation de la plasticité corticomotrice induite par la simulation mentale et l'exposition aux sons de basse fréquence ». De nos jours, il est courant d'observer des athlètes pratiquer de la simulation mentale. Cette pratique est considérée comme complémentaire à la pratique physique pour améliorer les performances. La pratique mentale, qui se définit comme la représentation mentale d'une action sans son exécution physique, est également connue sous le terme d'imagerie motrice. Cette pratique est connue et utilisée pour ses nombreux avantages, tels que sa facilité de mise en place et son faible coût. Dans le domaine du sport, l'imagerie est utilisée pour améliorer les performances, notamment le développement de la force musculaire. Des études ont pu montrer des gains allant de 6 à 37% selon les protocoles et les groupes musculaires ciblés. Ces gains peuvent s'expliquer par des processus neurophysiologiques inhérents à la pratique d'imagerie motrice, parmi lesquels on peut citer la plasticité cérébrale, la facilitation corticospinale et l'effet d'amorçage. L'équivalence neurofonctionnelle qui existe entre la pratique physique et la pratique mentale vient également renforcer cette compréhension des gains de force observés. Comme vous pouvez le voir, le chevauchement en bleu entre la pratique mentale et la pratique physique montre des similarités dans les réseaux cérébraux. Ces réseaux sont impliqués dans la préparation, l'exécution et le contrôle du mouvement. Ainsi, la pratique d'imagerie motrice se révèle être une stimulation endogène capable d'augmenter la force musculaire. Il existe d'ailleurs des recommandations d'usage et des règles de pratique de cette pratique afin de garantir son efficacité. Mais le défi aujourd'hui est d'aller au-delà de ces bases, au-delà de ces fondements et d'optimiser davantage les performances. Dans cette optique, la pratique mentale peut être combinée à une simulation dite exogène pour maximiser les gains et améliorer les résultats. En tant que stimulation exogène, le domaine auditif a retenu notre attention pour plusieurs raisons. C'est une pratique qu'on observe de manière courante chez les athlètes lors de l'activité physique. C'est également une pratique qui est facilement combinable à l'imagerie motrice et qui n'a été que très peu étudiée dans la littérature. De plus, c'est une pratique qui présente des similarités avec l'imagerie motrice. Dans la littérature, elle met en avant la simulation rythmique auditive, dont de très connus les sons binauraux, comme une pratique avec des similarités telles que la facilité de mise en place et le faible coût. À l'image de l'imagerie motrice, cette pratique permet également d'activer des régions qui sont impliquées dans l'exécution du mouvement. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux sons de basse fréquence que nous définirons entre 20 et 250 Hz. Ce choix s'explique par les effets potentiels de cette simulation sur les fonctions motrices. En effet, une étude récente a mis en évidence une amélioration des mouvements de danse après écoute de sons de basse fréquence autour de 250 Hz. De plus, la pratique combinée imagerie et sons de basse fréquence a déjà été évoquée, toutefois sur des données empiriques, comme pouvant améliorer les fonctions motrices. Ainsi, la pratique d'imagerie et l'écoute de sons auditifs sont deux pratiques qui ont pu être mises en évidence de manière isolée comme pouvant améliorer les fonctions motrices par une induction d'une plasticité cérébrale. Toutefois, leur combinaison reste une approche novatrice qui n'a pas été testée dans le développement et l'optimisation de la force. Ce projet doctoral s'est donc divisé et concentré en deux axes principaux. Le premier, plus fondamental, visait à approfondir la compréhension des processus neurophysiologiques en évaluant de manière combinée ou non l'imagerie et les sons de basse fréquence sur le développement de la force musculaire.
Le deuxième axe, plus clinique, avait pour but d'évaluer l'efficacité de cette combinaison sur la récupération fonctionnelle de déficits moteurs. Cet axe s'est concentré sur le mécanisme d'inhibition motrice. D'autres choix ont été effectués dans le cadre de ce projet de thèse afin que toutes les études que je vais vous présenter aient un schéma expérimental commun. Les études se sont donc concentrées sur des modalités, un type de contraction, un marqueur de plasticité et un design expérimental spécifique. L'imagerie motrice explicite, générée de manière intentionnelle, peut s'effectuer à travers différentes modalités. Lorsqu'on imagine un mouvement, on peut se le représenter au travers d'informations visuelles, c'est ce qu'on appelle l'imagerie motrice visuelle, et on peut l'imaginer au travers des sensations inhérentes au mouvement, telles que les sensations de contraction, tension musculaire ou d'étirement. C'est ce qu'on appelle l'imagerie motrice kinesthésique. Dans le cadre de ce projet de thèse, nous avons combiné ces deux modalités afin d'enrichir la représentation mentale et, in fine, améliorer les performances. Lors de l'exécution d'un mouvement, selon l'articulation sollicitée, 3 formes principales de contraction peuvent être observées. La contraction concentrique, lorsque le muscle se rétrécit tout en générant de la force. La contraction excentrique, où le muscle s'allonge tout en générant de la force. Et enfin, la contraction isométrique, où le muscle génère de la force sans qu'il y ait de mouvement articulaire. Toutes nos études se sont intéressées à la contraction isométrique, puisque c'est une mesure qui présente des avantages, tels qu'une meilleure précision, une meilleure fiabilité, et elle élimine les variables telles que la vitesse et les mouvements articulaires. Toutes nos études ont ainsi pu explorer le développement de la force musculaire au travers de contractions maximales isométriques volontaires. Ces répétitions n'excédaient jamais plus de 8 contractions. La réorganisation structurelle et fonctionnelle du cerveau en réponse à une expérience est appelée plasticité cérébrale. Dans le cadre de ce projet de thèse, nous sommes intéressés à la plasticité corticomotrice qui se définit comme toute modification de la relation qui existe entre l'activité cérébrale et musculaire. Parmi les mesures existantes de l'analyse de cette plasticité, nous avons donc évalué la plasticité induite par la stimulation mentale et la stimulation par son de basse fréquence au travers de l'analyse de l'activité oscillatoire neuronale. Pour ceci, pour l'activité cérébrale, nous avons utilisé l'électroencéphalographie, l'EEG, et pour les données musculaires, l'électromyographie. Enfin, le design expérimental de ces études que je vais vous présenter a été uniformisé. Ils incluent un pré-test et un post-test qui sont séparés d'une session expérimentale d'environ 1 heure. Les études se sont donc concentrées sur les effets immédiats, à court terme, induits par la session expérimentale. Pour répondre au premier axe de ce projet doctoral, 4 études ont été effectuées, chacune se concentrant soit sur la pratique d'imagerie, soit sur la pratique de son basse fréquence, l'écoute de son basse fréquence, soit sur leur combinaison. La première étude, COG pour cognition, avait pour but d'explorer la plasticité corticomotrice inhérente au premier gain de force induit par différentes formes, différentes pratiques de cognition motrice. Pour cela, nous avons enregistré l'activité cérébrale et musculaire de 20 participants effectuant des contractions isométriques de l'avant-bras contre une plateforme de force. Cette session était entrecoupée de sessions expérimentales dans lesquelles était demandé aux participants d'observer un documentaire ou de faire de l'observation d'action, soit d'observer une vidéo d'un individu effectuant ce même mouvement ou imaginer ce même mouvement. Les principaux résultats ont mis en évidence que la force développée était corrélée à l'activation musculaire des muscles agonistes et antagonistes. Dans le graphique au centre,
de la force en fonction de l'activité musculaire du muscle antagoniste au mouvement, on a pu observer des meilleurs gains de force associés à l'imagerie et à l'observation, qui étaient, eux, corrélés à une moindre activité du muscle antagoniste au mouvement, ici le triceps, comparé au groupe contrôle. Pour approfondir ces processus neurophysiologiques, nous avons effectué des analyses de cohérence cortico-musculaire. Comme vous pouvez le voir au centre, il existait une meilleure cohérence lors de la pratique d'imagerie dans les régions centrales par rapport à la condition d'observation d'action ou à la condition contrôle. Cette étude met en avant une manifestation de la plasticité corticomotrice, notamment dans la bande alpha, 8 et 12 Hz. Cette manifestation a ainsi orienté les analyses de nos prochaines études. Ainsi, cette étude a également élargi les hypothèses concernant l'origine neurophysiologique du développement musculaire induit par l'imagerie. Elle est la première qui met en avant une meilleure coordination intermusculaire, un phénomène qui est bien documenté dans la pratique physique. La deuxième étude, SONO, pour Sonor, avait pour objectif d'étudier plus précisément une séquence novatrice de sons de basse fréquence brevetés. Le but était de comparer les effets de différentes stimulations auditives et de voir lesquels de ces effets se rapprochaient le plus des effets liés à la stimulation auditive par son de basse fréquence. Pour cette étude, 28 participants ont été inclus, ont été équipés de capteurs EEG et avaient pour consigne de fermer les yeux et d'écouter différentes stimulations auditives rythmiques. Parmi ces stimulations se trouvait la stimulation par des sons binauraux. Ces sons se caractérisent par une fréquence différente dans chaque oreille, soit 200 Hz à gauche et 250 Hz à droite. La seconde stimulation était une stimulation par bruit blanc, qui est caractérisée par un mélange de fréquences simultanément dans les deux oreilles. Enfin, la dernière stimulation était celle des sons de basse fréquence brevetés, qui était caractérisée par une séquence alternant différentes fréquences dans les deux oreilles. Ainsi, ces stimulations auditives étaient incluses dans des blocs qui étaient randomisés et aléatoires pour chaque participant. Chaque bloc était composé d'une période de repos de 4 minutes, d'une période de stimulation alternant son et repos de 4 minutes et finissait par une période de repos de 4 minutes. Ainsi, les analyses de la puissance cérébrale ont révélé un effet de la condition et des essais dans les bandes de fréquences alpha et gamma. On a observé un pattern assez unique pour les sons de basse fréquence qui se distinguait des sons binauraux et des bruits blancs. Ce pattern se caractérisait par une diminution progressive en fonction de l'écoute dans la bande alpha de l'activité cérébrale, ainsi qu'une augmentation progressive dans la bande gamma durant l'écoute de son. Ces données suggèrent ainsi un engagement dans un état attentionnel élevé. D'autres patterns se sont distingués lorsqu'on a fait des analyses de profils de connectivité post-stimulation. En effet, comme vous pouvez le voir, ces profils de connectivité mettent en avant une meilleure connectivité autour des capteurs de la région du cortex moteur pour les sons de basse fréquence, alors que pour les sons binauraux et les bruits blancs, la concentration de ces capteurs était plus autour des régions pariétales postérieures. Concernant la bande gamma, ce profil de connectivité, il existait une réorganisation pour les sons de basse fréquence autour des régions centrales, alors que pour le bruit, cette réorganisation était autour des capteurs des régions fronto-pariétales. Ainsi, cette étude publiée cet été met en avant une signature neuronale spécifique de la stimulation par son de basse fréquence. Cela confère à ces stimulations une place à la fois indépendante et complémentaire dans le large champ des stimulations auditives existantes. De plus, chose intéressante, nous avons pu voir durant les profils de connectivité que ces données faisaient référence au lien qui existait dans la littérature entre le système auditif et le système moteur. Ainsi, ces données ont contribué aux hypothèses selon lesquelles si on combinait cette stimulation à de l'imagerie motrice qui elle-même active des régions motrices et le cortex moteur,
il se pourrait que cette combinaison puisse améliorer davantage les performances motrices. La troisième étude, SIM pour la combinaison imagerie et son de basse fréquence, avait pour but d'évaluer et de comparer les différentes performances en force lorsqu'elle était induite par une pratique d'imagerie, qu'elle soit combinée ou non à une simulation auditive par son de basse fréquence. Cette étude a inclus 60 participants qui ont été divisés dans 3 groupes. Les performances étaient évaluées au travers de contractions isométriques, 6 pour être plus précise, de contractions isométriques volontaires de la jambe bloquée avec une résistance bloquée à 90 degrés. Les sessions expérimentales entre le pré- et post-test étaient dédiées donc à la condition. Pour les personnes du groupe imagerie, les personnes devaient imaginer ce mouvement effectué. Pour le groupe imagerie et son de basse fréquence, les personnes imaginaient ce mouvement tout en écoutant des sons. Et enfin, pour le groupe contrôle, les personnes écoutaient un podcast. Les performances ont été évaluées 12 heures après, le lendemain. Dans le schéma en bas à gauche, vous pouvez observer un graphique de la force développée lors des contractions selon les conditions. On observe ainsi une diminution des performances entre le pré- et le post-test et la rétention pour le groupe contrôle, une augmentation de ces performances entre le pré- et post-test et le post- et rétention de test pour le groupe imagerie, qui atteste des effets de consolidation de l'imagerie, et enfin, un profil assez inattendu. Alors qu'on pensait que la combinaison imagerie et son de basse fréquence aurait pu améliorer davantage les performances, on observe une diminution immédiate de la force entre le pré- et post-test, ainsi qu'un retour à la ligne de base en rétention. Ce qui est intéressant, c'est que ce pattern a également été observé et publié dans la publication de cet été, et observé du moins dans l'activation musculaire. Ainsi, pour comprendre plus en détail les processus neurophysiologiques liés à cette combinaison, nous avons effectué des analyses de corrélation entre l'activité cérébrale et l'activité musculaire, ainsi que des corrélations entre l'activité cérébrale et la force développée. Vous pouvez voir ainsi une forte corrélation de la combinaison imagerie et son de basse fréquence comparée à la condition imagerie. Ces données révèlent une perturbation transitoire des processus impliqués dans l'augmentation du développement de la force. Ils mettent également en question et suscitent des interrogations quant à la réplicabilité de cette perturbation à travers différentes études, ainsi que le design expérimental et leur corrélation avec cette perturbation. D'autres interrogations subsistent, puisque ces données ont été observées chez une population saine. Qu'en est-il de cette perturbation transitoire chez une population ayant des déficits corticomoteurs ? La 4e étude, MEG, avait pour objectif d'évaluer cette efficacité chez des personnes présentant des déficits corticomoteurs. Cette étude, en cours d'analyse que je ne détaillerai pas, nous permettra d'apporter des éléments de réponse à ces questionnements évoqués. Toutefois, toutes les questions relatives à la récupération des fonctions motrices a été répondu dans un second axe de ce projet doctoral, qui est dans un second volet. Ce second axe avait pour objectif d'évaluer l'efficacité de la combinaison imagerie et son de basse fréquence sur la récupération fonctionnelle d'un déficit corticomoteur. Nous nous sommes concentrés sur les inhibitions motrices. Les inhibitions motrices sont un processus physiologique qui interviennent après une lésion musculo-squelettique. Toutefois, leur persistance est un véritable problème de santé majeur puisqu'il impacte la fonctionnalité de l'articulation touchée ainsi que la rééducation chez le patient. Ces inhibitions sont peu documentées dans l'entorse de cheville, mais très bien documentées dans le cas d'entorse du genou, notamment après une chirurgie réparatrice du ligament croisé antérieur. Les symptômes de ce déficit neuromusculaire incluent une perte de force volontaire, un déficit d'activation musculaire volontaire et une atrophie, ici dans le cas du genou, du quadriceps. Ces symptômes peuvent être facilement repérés et observables lors de tests fonctionnels.
tel que le test fonctionnel d'une montée de marche. Ainsi, vous pouvez observer à gauche un patient qui monte une marche avec une certaine fluidité, avec une bonne extension et flexion de la hanche et du genou. Dans le cas d'inhibition motrice, cette montée de marche manque de fluidité, avec une mauvaise extension et flexion du genou et de la hanche. Il existe à ce jour différentes interventions thérapeutiques qui ont pour but de réduire ces inhibitions motrices. Toutefois, la littérature émet des preuves de leur efficacité qui restent faibles à modérées. Cela justifie l'exploration de nouvelles stratégies thérapeutiques, telles que les sessions de reprogrammation neuromotrice. Dans le cadre de ce projet de thèse, qui avait pour but d'évaluer l'efficacité de la combinaison, nous nous sommes concentrés plus précisément sur la session de reprogrammation neuromotrice qu'on appellera RNM. Cette session, ce protocole, incluait une phase d'imagerie motrice, de sons de basse fréquence et des phases de leur combinaison. Pour répondre au second axe de ce projet doctoral, 4 études ont été réalisées. 2 étaient rétrospectives, les 2 autres prospectives. Les 2 premières études s'intéressaient à l'articulation du genou, la 3e étude à l'articulation de la cheville, et enfin la dernière étude sur l'articulation temporomandibulaire. La première étude rétrospective avait recueilli des données de 30 participants présentant une inhibition motrice persistante de plus d'1 an. Les données recueillies étaient avant et après une session de RNM sur le membre blessé et non blessé. Ainsi, les principaux résultats ont révélé une augmentation de l'extension du genou sur le membre blessé comparé au non blessé, une augmentation de l'activité musculaire du vaste médial interne du membre blessé au membre non blessé, qui a été mesurée par EMG lors de contractions de genou étendues. Et enfin, une amélioration sur la fonctionnalité perçue des patients de leurs genoux grâce au questionnaire de SKV. Ces données sont prometteuses. Elles mettent en avant des efficacités, une amélioration rapide après une session d'1 heure. Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec prudence. En effet, l'absence de groupe témoin limite les conclusions quant à l'amélioration concernant cette technique. De plus, des questions subsistent quant à l'intégration de cette technique dans les protocoles de soins conventionnels. La 2e étude, Prevent pour prévention, avait pour but d'évaluer l'efficacité de cette session, non pas ici post-chirurgie, mais post-entorse du genou. En effet, les persistances de ces inhibitions post-entorse du genou sont importantes pour la fonctionnalité et la rééducation du patient, mais également elles apportent des difficultés pour le chirurgien. En effet, le déficit d'extension, également appelé flexion, amène à une complication et à une chirurgie moins confortable lorsqu'elle est présente. Cette étude avait pour but donc de prévenir ces complications et est toujours en cours d'inclusion. Toutefois, elle met en avant 2 groupes. Un groupe qui avait un protocole de soins conventionnel et un groupe supplémenté par une session de RNM durant ce protocole de soins conventionnel. Les mesures étaient recueillies avant et 5 semaines après le protocole. Dans ces résultats préliminaires, on peut observer une amélioration de la force développée dans le groupe supplémenté versus le groupe non supplémenté. On observe également une amélioration de l'activation musculaire du vaste latéral et du vaste médial lors de contractions proches de 90 degrés mesurées par EMG. Et enfin, on observe également une amélioration de la fonctionnalité du genou perçu dans le groupe supplémenté, mesuré à travers du questionnaire de Lisham. Ainsi, ces résultats doivent également être pris avec prudence et précaution, puisque ce sont des résultats préliminaires avec des tendances qui sont susceptibles d'évoluer. Les conclusions ne pourront être effectives qu'à la fin de cette étude. Les 2 prochaines études que je vais vous détailler se sont concentrées sur d'autres articulations touchées par les inhibitions motrices. Dans le cas de l'étude INSTA, le but était d'évaluer l'efficacité de cette méthode sur les instabilités chroniques de cheville.
Cette étude rétrospective a recueilli des données avant et après 6 semaines chez des danseurs souffrant d'instabilité chronique de cheville. Un groupe était supplémenté et introduisait une session de RNM, un autre groupe introduisait une session d'éducation au milieu de leur protocole de soins conventionnels. Les principaux résultats montrent une amélioration sur diverses variables évaluant l'efficacité, la fonctionnalité de la cheville. Ainsi, on a pu voir des améliorations sur des tests dynamiques tels que le side-up test, une amélioration sur la force développée sur tous les muscles impliqués dans la stabilité chronique de cheville, ainsi qu'une amélioration dans l'amélioration perçue, subjective, de la fonctionnalité de cheville par le questionnaire de CAIT. Ainsi, ces données mettent en évidence une solution prometteuse dans le cas d'instabilité chronique de cheville. Elle met également en évidence que cette session de RNM pourrait, dans un cadre clinique, être transposée à différentes articulations touchées par les inhibitions motrices. Dans cette même dynamique de transversalité, une dernière étude s'est intéressée à l'efficacité de la session de RNM sur des troubles temporomandibulaires. Cette étude, en cours d'analyse que je ne détaillerai pas, avait pour objectif de voir si la session de RNM pouvait rééduquer, du moins améliorer ces troubles-ci. Il est important de garder en mémoire que les inhibitions motrices ne sont pas totalement considérées dans ces troubles-ci. Ainsi, pour discuter et mettre en perspective les résultats de cette thèse, il est essentiel de revenir sur les points communs qui relient les différentes études de cette thèse. Chaque étude converge sur différents axes majeurs. Un des premiers axes majeurs est la relation entre l'imagerie et les gains de force. Ainsi, les études COG et SIM ont mis en évidence un lien direct entre les données cérébrales mesurées dans les régions sensorimotrices et l'activité musculaire des muscles impliqués dans le mouvement. Elles confirment les données de la littérature en confirmant les régions et les fréquences d'intérêt qui sont associées au mouvement et à l'imagerie motrice. De plus, ces études élargissent la compréhension et les hypothèses sur les origines de gains de force induits par l'imagerie. Ces études mettent également en évidence des gains de force immédiats à la pratique d'imagerie motrice. Ceci confirme les effets d'amorçage déjà évoqués dans la littérature. Toutefois, ces gains évoqués dans ces études ont montré une certaine variabilité. En effet, on observe dans les études COG et SIM une amélioration environ de 5% de la force développée pour le membre supérieur et inférieur. Ces taux diffèrent des taux que l'on peut retrouver dans la littérature, tels que les 30% que l'on détaille dans les muscles de la main par Smith et ses collaborateurs, par exemple, et diffèrent ainsi des taux qu'on a observés. Ces différences s'expliquent et pourraient s'expliquer par l'homonculus moteur et l'organisation somatotopique. En effet, les muscles les plus représentés à la surface corticale sont souvent associés à de meilleurs gains de force. Enfin, les études Régénère et Insta ont également évalué l'imagerie, non pas seule, mais dans un contexte en combinaison avec la stimulation auditive rythmique. Toutefois, ces études ont mis en évidence les bénéfices et l'intérêt de l'imagerie dans un contexte clinique, notamment dans la rééducation post-chirurgie du ligament croisé antérieur qui a déjà été plus ou moins évoqué dans la littérature. Elle met également en évidence que cette session et cette combinaison pourraient améliorer le traitement et la gestion des inhibitions motrices. Un second axe sur lequel ces études convergent est l'axe imagerie et son de basse fréquence. En effet, l'étude sono est plus intéressante qu'elle n'y paraît. Les données de la littérature concernant l'estimation auditive par son binauraux et bruit blanc montrent des résultats controversés concernant les données neurophysiologiques. Cette étude apporte un nouvel éclairage à ces différences. Elle met en évidence une cinétique, un dynamisme de la plasticité cérébrale en fonction de l'écoute. Et ce dynamisme pourrait expliquer les données et les différences qui n'ont pas été très bien expliquées dans la littérature.
Autre point majeur, cette étude met en avant une signature neurale de la stimulation par son de basse fréquence qui distingue cette session et cette stimulation des sons binauraux et des autres stimulations que l'on connaît dans la littérature. De plus, les données qui faisaient référence au lien étroit entre le système auditif et moteur ont amené à des hypothèses de la combinaison imagerie et son de basse fréquence. Parmi ces hypothèses, la première était que les deux pratiques pouvaient avoir une sommation des effets individuels pour optimiser les performances. Une deuxième hypothèse explicative serait que les sons de basse fréquence pourraient jouer un rôle de catalyseur sur les bénéfices de l'imagerie et les optimiser. Toutefois, les études qui avaient pour but de répondre à ces hypothèses et apporter des réponses, seule une étude a été achevée et elle a montré un pattern du moins inattendu. En effet, on a pu observer un pattern inattendu aussi bien sur la force musculaire que l'activation musculaire. Ceci a suscité des interrogations et des hypothèses explicatives à ce pattern complexe. L'une des premières hypothèses était que le groupe imagerie et son de basse fréquence aurait pu développer une fatigue plus prononcée que les groupes imagerie ou contrôle. Toutefois, cette hypothèse a été rejetée puisque les questionnaires recueillis au cours de l'étude ont montré aucune différence significative concernant la fatigue physique perçue par les participants dans chaque groupe. Toutefois, il n'est pas exclu que nos questionnaires aient évalué la fatigue physique, mais on n'exclut pas la fatigue mentale qui n'a pas été évaluée. Enfin, une deuxième explication à ce pattern complexe concerne le groupe imagerie et son de basse fréquence. Les participants auraient pu percevoir une irritation, une déstabilisation grâce au son. Cette déstabilisation aurait pu ainsi perturber leur concentration et ainsi impacter les performances. Toutefois, également, cette hypothèse a été rejetée puisque les questionnaires recueillis ont montré une évaluation de 5 sur 10 sur l'utilité de ces sons dans la pratique d'imagerie. Ainsi, ces données ont ainsi pu être interprétées comme une perturbation transitoire de la plasticité corticomotrice. En lien avec les bénéfices observés dans le contexte clinique, cette perturbation transitoire a été associée à une déprogrammation neuromotrice ou plus spécifiquement à une neutralisation des processus inhibiteurs. Un dernier axe auquel les résultats de cette thèse convergent concerne l'application clinique. En effet, la session de RNM semble prometteuse et améliorer les fonctions d'articulation touchées par les inhibitions motrices. Toutefois, les études Régénère et Insta sont intéressantes lorsqu'on observe le contexte dans lequel elles ont été effectuées. En effet, ces études ont été effectuées dans un contexte où les patients avaient une persistance des inhibitions motrices de plus d'1 an et qui ont très peu répondu au protocole de soins conventionnels. Ainsi, cette session pourrait être prometteuse dans les cas les plus complexes, pourrait également être interprétée, on pourrait également observer dans les cas les plus précoces. C'est également le cas de l'étude Prevent, et ce sera également le cas, et ce serait bien que les futures études puissent améliorer, du moins explorer cette perspective dans les cas les plus précoces, afin d'apporter de nouvelles perspectives pour optimiser les stratégies de rééducation. Ces résultats sont prometteurs, en particulier en ce qui concerne les inhibitions motrices. Cependant, certaines précautions doivent être prises. En effet, les données actuelles sont parfois préliminaires et l'ajout de groupes contrôle et témoins pourrait clarifier les processus mis en jeu. Ainsi, des recherches futures seront indispensables pour approfondir des résultats et établir des recommandations d'usage. Il pourrait également répondre à des questions telles que la durée et le profil de patients susceptibles de bénéficier de cette combinaison. Un autre point qui mérite d'être abordé avec prudence concerne les processus neurophysiologiques sous-jacents aux inhibitions motrices. À l'heure actuelle, il n'existe aucune mesure directe de ces inhibitions motrices, ni de leur présence, ni de leur évolution. Ainsi, cette absence directe d'inhibition motrice engendre diverses conséquences, telles que l'absence et l'évolution de ces inhibitions, mais également la sous-évaluation de leur présence dans des cas où les troubles où l'articulation n'est pas soumise à des entorses prédominantes.
Pour conclure, l'axe fondamental de ce travail de thèse portait sur l'identification des processus neurophysiologiques évalués de manière combinant l'imagerie et son de basse fréquence sur le développement de la force musculaire. Ces données ont mis en évidence que les gains de force induits par la pratique d'imagerie étaient corrélés à une moindre activité du muscle antagoniste au mouvement. Ces études ont ainsi pu mettre en évidence une meilleure coordination intermusculaire, un phénomène bien documenté dans la pratique physique, qui se rajoute au processus explicatif de ces développements de force. De plus, les études COG et SIM ont ainsi pu mettre en évidence des gains de force avec une variabilité de différents groupes musculaires, que ce soit pour la flexion des membres supérieurs ou l'extension des membres inférieurs. Par la suite, nos travaux ont démontré une cinétique de la plasticité cérébrale lors de l'écoute de stimulation rythmique auditive. Plus précisément, elle met en avant une réorganisation cérébrale lors de l'écoute de stimulation auditive par son de basse fréquence, unique qui se distingue des autres stimulations qu'on connaît dans la littérature. Cette réorganisation, lorsqu'elle est ajoutée à la pratique d'imagerie motrice, vient perturber la plasticité corticomotrice. Les études cliniques ont montré une certaine efficacité de cette combinaison dans le cas d'inhibition motrice, notamment dans le cas de l'articulation du genou. Mais lorsqu'on met en complément et en parallèle ces études avec l'étude INSTA, elle pourrait émettre l'hypothèse d'une solution prometteuse dans d'autres articulations touchées par les inhibitions motrices. Toutefois, il faut toujours garder à l'évidence qu'il n'existe pas de recommandation d'usage de cette pratique, ni de mesure directe des inhibitions motrices. Dans la continuité de ce projet doctoral, les futures études pourraient s'intéresser aux effets à plus long terme. Ils pourraient ainsi caractériser avec plus de précision l'évolution de cette plasticité corticomotrice et ainsi répondre aux questions concernant les délais optimaux et affiner ainsi les recommandations. Ainsi, les futures études pourraient s'intéresser à la durabilité de ces effets et ainsi répondre aux questions sur comment intégrer cette méthode dans les protocoles de soins conventionnels. Enfin, la stimulation par son de basse fréquence est une approche novatrice reposant sur une première base de paramètres. Cela inclut des choix spécifiques concernant la nature des sons et les modalités de leur émission. Ces choix initiaux ont permis de mettre en évidence un cadre expérimental qui a désormais pour objectif d'affiner ce cadre afin d'avoir des meilleurs paramètres. Ainsi, il serait intéressant de définir des paramètres optimaux dans lesquels il serait important de voir et caractériser l'évolution de la modulation cérébrale en fonction de la fréquence, l'intensité ou la durée de ces stimulations. Enfin, ce projet doctoral et ses perspectives ont pour but d'apporter une nouvelle compréhension et de nouvelles stratégies thérapeutiques afin d'apporter de nouvelles perspectives et de complémentarité avec les protocoles de soins conventionnels pour optimiser les stratégies de rééducation. Je vous remercie de votre attention et souhaite exprimer toute ma gratitude envers les infrastructures et personnes qui ont contribué à ce projet doctoral.